Bonjour, c'est Jacques Séguéla. Vous êtes dans l'instant de luxe. Ah, j'adore ça. La pêche. Et comment vous faites? J'aime commencer cette année avec toi. Ah bon, c'est vrai? Mais oui. Ah bah ça me fait plaisir. Ben écoute, je ne sais pas pourquoi, tu sors du lot. On voit tellement de journalistes qu'ils ne vont plus jamais m'inviter. Ils sont tous pareils, donc ils ne te touchent pas. Et toi, tu as une sorte de fraîcheur, tu as une sorte d'empathie, de simplicité. On a envie de te faire confiance. Et donc, ça fait du bien de te voir pour commencer l'année. Voilà. Bah, écoutez, ça me touche. C'était la page de pub. On arrête. Ça me touche beaucoup, Jacques, mais je suis très content que vous soyez là aussi. On commence tout de suite cette nouvelle année avec cette case, la case numéro 1, et Jacques Séguéla, notre invité dans l'instant de luxe. On part tout de suite à Perpignan. Vous avez passé votre enfance à Perpignan, je ne me trompe pas? Oui, moi je suis catalan, presque avant d'être parisien, puisque je suis né à Paris de parents étudiants. Mon père était un radiologue, ma mère était médecin. Mais dès que j'ai eu l'âge de 3 ans, ils sont installés à Perpignan et j'ai passé finalement toute mon adolescence et ma jeunesse à Perpignan. Donc je suis Perpignan de cœur, parisien de naissance, et puis après parisien de carrière. Alors votre papa, il va vouloir absolument que vous fassiez de la médecine. Il n'arrête pas. Il va même aller jusqu'à vous envoyer chez votre grand-père à Montpellier. Vous allez aller au pensionnat de l'école des Jésuites, c'est bien ça. Et puis vous allez être renvoyé parce que vous avez agressé un surveillant avec une fourchette. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jacques? Pour moi, c'était prison de break. Parce que j'étais jeune, j'étais incroyable quand j'étais jeune. J'étais complètement rebelle. J'étais fils unique, couvé par ma famille. Mon père avait fait ses études chez les Jésuites, donc il pensait que son fils ne pouvait que faire ses études chez les Jésuites. C'était Montpellier, c'était 200 km. Aujourd'hui, c'est rien, c'est 2 heures de voiture. Mais là, c'était très compliqué. Il fallait y aller en train, la route était très mauvaise. Donc, je voyais mes parents une fois par mois. Et je ne supportais pas l'enfermement. Et en plus, comme mes parents m'avaient fait sauter une classe en me prenant pour un génie que je n'étais pas, la preuve, j'ai mis 8 fois à passer mes bacs. Ben oui, vous avez échoué 8 fois. 8 fois. Non, 7 fois, parce que j'ai été reçu la 8e fois. Heureusement, à 8 fois, on était scratchés des universités. On ne pouvait plus continuer le parcours scolaire. Et il m'a envoyé chez mon père jésuite. Et il y avait un petit nasillon, etc., qui me torturait. Il me mettait sur une règle, agenouillé sur une règle de fer devant sa guérite. Et un jour, il était en train de se faire des œufs sur le plat. Il était 11 h du soir, tout le monde dormait. Et il y avait une fourchette qui était là. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je regrette encore. J'ai pris la fourchette. Bon, elle n'est pas rentrée dans les fesses, mais il a poussé un hurlement. Bon, j'ai été viré. Je me suis retrouvé externe à Perpignan. Et j'ai trouvé la liberté, parce que le 3e jour, je suis passé devant un cinéma. Moi, comme je sortais de 3 mois d'enfermement, et même d'1 an, parce que j'avais passé 1 an d'enfermement complet, je me souviens, c'est un film des années 70, des années 50, même des années 50. Je suis allé au cinéma. Le lendemain, je suis repassé dans le cinéma. Il y avait un nouveau film. Je suis allé au cinéma. Et ça a duré pendant 1 semaine. Et puis, ça a été catastrophique parce que je dis, maintenant, comment je fais? Donc, je suis descendu dans le bureau de mon père. Et deuxième sacrilège, je me suis mis devant sa machine à écrire. J'ai tapé, mon fils a des problèmes pulmonaires. Je l'envoie 3 mois à Font-Romeu pour se soigner. Vous le verrez le trimestre prochain. Et pendant 3 mois, j'ai été en cavale, obligé de me lever à 8 h du matin pour que mon père pense bien que j'allais quand même à l'école, et de rentrer à 6 h du soir, de vivre et de m'abriter. Et de me nourrir, parce qu'il n'y avait pas j'avais pas un sou. Donc j'allais dans les bistrots, je tapais le carton avec les vieux du quartier. Et finalement, j'ai eu une jeunesse formidable, parce que totalement débridée, mais qui m'a très handicapé, parce que après, j'ai payé très cher, j'ai mis 8 fois à passer mes bacs. Par bonheur, mon père, après ça, m'a dit « Tu n'es pas capable d'être médecin. » Parce que lui, il pensait que... Et du coup, vous a envoyé en pharmacie. Oui, non. Mais, il n'achetait pas l'idée, en fait. Parce que moi, je faisais des faux bulletins, donc j'avais de très bonnes notes. Les premiers, second, troisième, etc. Et il m'a dit « Tu te désempares
devant tes examinateurs. Tu perds tes moyens. Donc, tu ne peux pas être médecin, tu ne peux pas être chirurgien, parce que quand tu auras un malade, quand tu auras un pépin, tu n'auras pas la C'était la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il m'a envoyé en pharmacie. Case numéro 2. On va passer un petit peu votre vie, parce qu'il y a tellement de choses chez vous. Jacques, on va parler d'une femme. Vous la reconnaissez, elle est juste sur votre écran à droite. Je la vois pas. Et ça, c'est vous, mais on va vous la montrer. Elle s'appelle Dany. Ah, Dany, comment tu vas, ma chérie? Dany, ça vous dit quelque chose? Dany, mais ça me dit plus quelque chose de mon premier flirt. Premier flirt? Belle à mourir, perpignanaise. Mon père était en train de m'acheter la pharmacie du docteur Bobo. Ça ne s'invente pas, elle existe toujours. Et elle était la fille du marchand de chaussures de luxe de Perpignan qui s'appelait Groll. Ça ne s'invente pas non plus. Et le petit couple Bobo et Groll se donnaient la main et rêvaient de partir à Paris. J'ai été le premier à partir à Paris. Vous avez quitté Dany et la pharmacie? J'ai retrouvé Dany et la pharmacie. Après, je lui ai dit, mais viens à Paris, il faut que tu montes à Paris, c'est là que ça se passe, etc. Elle est venue à Paris. Je me suis débrouillé pour lui faire la couverture de l'Express, qui a été sa première photo à l'époque, et qui a lancé sa carrière. Et puis, il y a eu l'aventure, il y a eu... Alors, plein de belles choses vont se passer après. Vous allez devenir reporter à Paris Match. Vous allez apprendre un petit peu le choc des photos. Et le poids des mots. Et le poids des mots. Et surtout le poids des mots, parce que moi, je dois tout au poids des mots. 35 livres. Tu vois, ça s'appelle le durillon de l'écrivain. Devenir rédacteur en chef, ça aussi, c'est dans votre vie, avec François. Oui. Et puis, pas mal de choses, notamment une femme que vous allez rencontrer qui s'appelle Sophie, avec qui vous êtes toujours. Sophie, c'est pas une femme, c'est la femme de ma vie. De votre vie. Bon, 44 ans, et on ne s'est jamais disputé. Et, elle était stagiaire à la base. Elle était stagiaire à la base. Dans la boîte. Absolument. Elle faisait des textes de radio de la campagne des produits libres, qui était la grande campagne du moment. Un jour, je lui ai dit, écoute, tu es la femme de ma vie. Je l'ai vu traverser l'agence. Et j'ai compris que c'était la femme de ma vie. Vous l'avez vu dit comme ça? Non, pas du tout. Je l'ai vu et j'ai eu l'intuition que c'était la femme de ma vie. Donc je me suis levé. J'étais avec un client, je lui ai dit, écoute, je viens d'avoir une illumination, tu es la femme de ma vie, donne-moi un dîner. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses? Elle a hurlé, il veut me violer, arriver ici, c'était incroyable, les agences à l'époque. C'était des grandes familles, etc., si tu veux, où tout était possible. Bon. Et elle m'a comme ça congédié pendant 5 ou 6 fois. Et la 6e fois, elle est venue dîner. Et 3 jours après, moi j'ai annulé tous mes dîners. On a dîné 3 fois de suite. Et puis au 4e dîner, je lui ai dit, écoute, moi j'ai 2 billets pour Wimbledon, pour la finale de Wimbledon à Londres, où tu es à midi au point de rendez-vous d'Orly. Il y avait un point de rendez-vous à l'époque d'Orly. Au point de rendez-vous à Orly, et on part ensemble et on ne se quitte plus jamais, ou on s'arrête là. Elle est venue. Elle est venue. Jamais quitté. Et vont naître de cette union 5 enfants, dont 2. Et tous les matins, quand je me réveille, y compris ce matin, elle me dit, mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau. Je précipite devant le miroir, je vois ma sale gueule, voilà, ma sale gueule de vieillard Kakoshim. Et je dis, bon, elle t'aime, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Ma maîtresse, c'est toi. Et ma maîtresse, c'est de parler de la pub. Exactement. Case numéro 3, on enchaîne tout de suite avec une case. Et un monsieur qui compte aussi dans votre vie, Nicolas Sarkozy. Bonjour, Nicolas. vous êtes proche? Oui, on est proche. Je ne suis pas un ami intime. Mais je suis proche parce que j'ai finalement suivi toute sa carrière. Je l'ai connu quand il était un des plus jeunes maires de France, qui était maire de Neuilly. Moi, ma première maison était à Neuilly. Je l'ai invité avec Sophie, j'étais déjà avec Sophie. Et de part en part, comme ça, on s'est vu. Après l'élection de François Mitterrand, il m'a appelé, il m'a dit, je voudrais que tu viennes m'expliquer la campagne, pourquoi il a gagné. Et comment il a gagné. Donc j'ai eu plusieurs petits déjeuners avec lui en face de la mairie. Et puis il y a eu cette rencontre extraordinaire où un jour il m'appelle. Au mois de mars, il venait d'être élu. Sinon au mois de janvier, il venait d'être élu depuis 3-4 mois. Et je le vois complètement décomposé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Tu veux un verre d'eau à l'Élysée? Tu veux un verre d'eau? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Il me dit, j'en peux plus. Et j'en peux plus parce que je suis seul, il venait de divorcer. Déjà, le divorce, même si c'est un divorce de longue date, dans les idées, le divorce est un deuil. Il était très touché
Il m'a dit, à 8 heures du soir, tout le monde s'en va, on ferme les lumières, et je suis tout seul. Si je sors, les paparazzi m'attendent, la jeune fille ou la jeune femme avec qui je vais dîner va être poursuivie pendant des semaines. Ouais. Si je la fais venir à l'Élysée, c'est pire, parce qu'il y a toujours un garde, quelqu'un qui raconte ou qui prend une photo volée. Et donc, à 9 h du soir, je monte chez moi là-haut, au 4e étage, je regarde la télé, je me couche, je me lève à 4 h du matin. Je ne vais pas tenir le choc. Je dis, écoute, on va faire un dîner, il faut que tu sortes de là. Et dans les invités, il y avait Carla. C'est fou cette histoire. C'est grâce à vous que Carla Sarkozy... Absolument, parce que j'ai appelé Carla. Carla m'a dit, ah non, à ce mec de droite, il n'en est pas question. Très à gauche. C'est pas qu'il n'en est pas question, je ne veux pas le voir. J'ai dit, écoute, en 20 minutes, il va te séduire. Il dit, moi, me séduire en 20 minutes, c'est moi qui veux le séduire en 20 minutes. Ah oui. Et ça a commencé comme un jeu de rôle. Oui, ils se sont un petit peu pris le nez. Pris le nez, etc., comme un jeu de rôle, etc. Parce que lui, il est arrivé, il a pris le... Carla est arrivée la première, lui est arrivé le second. Quand il est arrivé, le jeu a commencé. Elle a pris son téléphone et elle a dit, oh non, elle, je la connais, elle est nulle. Elle a scratché. Elle, oh ben non, elle est avec un tel, elle ne quittera jamais. Elle, oh ben elle ne vaut même pas la peine, tu ne peux pas perdre ton temps avec ça. Et elle commençait à finalement blanchir son carnet d'adresses, à lui gommer les adresses les unes après les autres. Lui était terrorisé. C'est drôle. Donc Nicolas Sarkozy était terrorisé par Carla Bruni. Oui. Enfin, c'est drôle. Il était terrorisé de la voir faire et de voir... Qu'elle avait beaucoup d'ascendant en fait sur lui. Avec beaucoup d'humour, c'était fait avec... je le raconte tellement mal, si on ne devrait pas le raconter. Si, je comprends un peu. C'était différent, tu vois. Et puis après, ils sont mis à table. Lui s'est tourné vers Sophie. Il y avait Sophie à sa droite. Oui, non, Sophie à sa gauche. Et il avait Carla à sa droite. Il a dit, tu es la maîtresse de maison, je vais être très mal élevé parce que j'ai 3 mots à dire à cette jeune femme. Et il s'est collé contre elle. Il commençait à lui murmurer à l'oreille. Ça a duré jusqu'à 2 h du matin. Oh, c'est génial. Et ils se sont racontés toute leur vie, comme dans un coup de foudre. Et ça a été un coup de foudre en direct de l'un et de l'autre. Et ils sont plus amoureux que jamais, 10 ans après. Vous avez dîné ensemble récemment ? Oui, on dîne. Alors, et Jacques, faites-moi un petit plaisir. Pour nous tous. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qui fait à manger ? Comment ça se passe quand on invite à dîner chez Nicolas Sarkozy et Carla Bruni Sarkozy ? C'est Carla qui fait les spaghettis. Personne ne fait les spaghettis mieux Il n'a pas le droit de toucher à la cuisine, Nicolas Sarkozy ? Il ne touche pas à la cuisine. Non, c'est pas un cuisinier. D'accord. Bon, on commence dans le salon, on papote, on refait le monde. On passe tout de suite à la cuisine qui est à la salle à manger, qui est la prolongation de la cuisine. C'est absolument délicieux. Il y a 2 murs de livres de chaque côté de la table de salle à manger. C'est très extraordinaire, tu vois. C'est une salle à manger bibliothèque. D'accord. Bon, et donc, c'est bon. Et puis, toutes les 20 minutes, il se lève. Carla est à côté de moi. Lui est là à côté de Sophie. Il se lève et il va toucher Carla. Il ne peut pas rester. Ça fait 10 ans. Ils sont chez eux, tous les 4. Il ne peut pas s'empêcher d'aller la toucher, de savoir qu'elle est là, de savoir d'être en contact avec elle. Donc si on est invité, c'est spaghetti. C'est spaghetti. Allez, on continue avec la case numéro 4. On enchaîne tout de suite avec un monsieur que vous connaissez bien et qui fait aussi que vous êtes toujours en pleine forme, parce que vous me l'aviez dit tout à l'heure en venant sur ce plateau. Ce qui fait que je suis en forme et heureux aujourd'hui, c'est parce que je travaille. Oui, merci Vincent. Vincent Bolloré. Moi, je dois à Vincent maintenant 15 ans de ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il a prolongé, je l'ai connu en 73 ans, j'en ai 86, ça fait 13 ans, oui. 13 ans de vie, même plus que ça, 15 ans de vie professionnelle. Sans lui, je serais un vieux gâteux, je serais peut-être même déjà plus là. Je serais un vieux gâteux à la retraite, parce que quand il a racheté ce qui s'appelait à l'époque EuroRCG, avant que ça devienne Havas, j'étais persuadé qu'il voulait nous vendre à Sir Sorel, qui était l'anglais patron du premier groupe du monde, qui s'appelle WPP. Vous avez pris peur ? Voilà.
Non, moi je ne voulais pas servir un Anglais. D'accord. J'ai dit toute ma vie, je me suis battu pour faire rayonner la créativité française. Je ne vais pas, à 73 ans, qui est l'âge de la retraite, me mettre au service d'un roast-beef. Il m'a dit, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'apprennes la pub, et puis demain tu l'apprendras à Yannick. J'ai dit, mais c'est qui Yannick? Mais c'est mon fils. Il a quel âge? 25 ans. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Oui, parce que moi je fais tout ça pour Yannick. Parce que Yannick, il a le sens justement du spectacle, il a le sens des images, de la presse, de la publicité, et je vais bâtir pour lui, dans le groupe, par rapport à mon groupe industriel, un deuxième groupe qui sera un groupe de médias, et ça devient le premier groupe de médias français, et bientôt européen. Il vous fait part de ses doutes, Vincent Bolloré, de ses peurs? Vincent Bolloré n'a jamais peur. C'est un calme olympien. Vous le rassurez sur quoi, alors? Je n'ai pas besoin de le rassurer. Moi, il m'a dit au début, donne-moi 3 idées. Le jour où je le rencontrais pour la première fois. D'ailleurs, c'était curieux parce que j'étais arrivé chez lui en bas de la tour et il m'attendait, il était 8 heures du soir, il m'attendait devant l'ascenseur. Je dis, mais c'est incroyable. Donc, il avait une clé qui bloquait tous les ascenseurs, il n'y avait que le sien qui pouvait monter. Donc il ouvre sa clé, il me dit, je dis, mais tu fais ça souvent? Il dit ça, je fais oui, je fais ça chaque fois qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, mais je ne le fais jamais 2 fois. Et il m'a dit, donne-moi 3 idées. Et je lui ai dit, 1, il faut s'appeler Havas, parce que Havas est le père de la publicité. C'est lui qui a inventé l'AFP, l'Agence française de presse, c'est lui qui a fait la première agence média, la première agence de pub, et qui a inventé l'édition, Editis. EuroRCG, c'est une marque, mais Havas, c'est une légende. Il faut l'appeler. Deuxièmement, il faut que tu continues à mettre la créativité en tête. Troisièmement, il faut que tu nous permettes de nous internationaliser, de nous digitaliser et d'aller de l'avant. Et il a tenu ces 3 promesses. Et c'est ce qu'il a fait. Case suivante, on passe tout de suite sur la case numéro 5 avec Jacques Séguéla, case noire. Pire moment de votre vie, Jacques, est-ce que vous en souvenez? Le pire moment de ma vie? Oui. Je n'ai pas eu le pire moment de ma vie, moi. Oh, il y a bien des choses qui ont fait que vous aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est avec des drames, soit familiaux ou drames professionnels, qu'on arrive à avancer, à bâtir des empires. C'est ce que vous avez fait dans votre carrière. Donc, je suppose qu'il y a des choses qui vous ont emmené à ça, et des choses difficiles par lesquelles vous êtes passé. D'abord, moi, je crache de tous les mauvais moments de ma vie. Je les oublie, mais je les oublie. Je cherche pas à les oublier. Ils sont presque lavés instantanément, Oui. Ils sont dilués dans le futur. Moi, j'ai eu une jeunesse dorée, délicieuse, avec des parents qui m'adoraient. Bon, j'étais un sale petit chenapan. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais alors, par exemple, Jacques, pour que vous puissiez comprendre peut-être ma pensée, la dernière fois que nous nous étions vus, vous m'aviez parlé de l'histoire de la fameuse Rolex, que c'est quelque chose qui vous avait peiné. Ah, si je prends ça, c'est un exemple, hein, oui, pas oui. pire moment de votre vie, mais c'est quelque chose qui, en l'occurrence, vous a peiné, cette histoire avec oui, la non, Rolex. mais ça m'a peiné pour moi, pour ma connerie. Ouais. Parce que finalement, c'est le contraire de ce que je suis, c'est le contraire de ce que je pense. Et les gens ne se souviendront que de ça le jour maintenant qui se rapproche de plus en plus. Où vous ne serez plus là. Où je ne serai plus là. Mais vous savez que c'est incroyable parce que lors des soirées parisiennes, même ailleurs, combien de personnes arrivent avec une Rolex et disent « Mais pourtant, hein, j'ai pas encore 50 ans ». Et cette fameuse phrase que vous aviez sortie, c'était oui, mais si ça, tu n'as pas une finalement, Rolex avant 50 ans, tu as raté ta vie. Justement, c'est parler de Sarkozy. Oui. Je parlais de la Rolex de Sarkozy. C'était pour l'aider, d'ailleurs. On était à quelques jours de la campagne, le deuxième tour, et je disais aux journalistes qui l'agressaient, mais vous l'agressez parce qu'il a des Rolex, une Rolex et des Ray-Ban, mais vous avez tous une Rolex et des Ray-Ban. Et je ne sais pas qui a dit, oui, mais ça coûte cher. J'ai dit, oui, mais enfin... si un homme, moi je dis un homme d'État, à 50 ans n'a pas une Rolex, c'est qu'il a raté sa vie. Paf, pouf, paf, bon. Vous pensez que ça prendrait autant de proportions? Mais je ne me suis pas rendu compte. Mais même le journaliste qui m'interviewait ne s'est pas rendu compte. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît cette phrase? Oui. Alors, mais c'est à la fois, c'est une bêtise. Bon. À la fois, c'est pas ce que je pense, mais bon, peut-être que les gens un jour me créditeront de ça. Et à la fois, c'est la puissance du slogan. Oui.
C'est extraordinaire, une phrase toute bête, etc. Et puis, tu l'oublies pas. Elle rentre dans la tête des gens. C'est clair. Et c'est peut-être vos plus gros coups de pub, en fait. Mais pour Rolex. Et en plus, vous n'avez rien touché de Rolex. Hein. Rien touché de Rolex. Même pas une petite Rolex gratuite. Rien. Rien du tout. Dommage. Vous auriez J'ai pu pas de Rolex. Hein, et vous en avez pas. Non, ça n'est pas une. Voilà. C'est quand même un comble. Allez, on enchaîne avec la Peut-être que je la mérite pas. Mais si, vous la méritez. On la mérite tous. Mais elles sont très chères. Case numéro 6. Allez, la case de la santé, Jacques. Vous êtes en forme, mais la suite, ça vous fait peur? Non. Je peux vous demander votre âge? 86, je vais vers mes 87. Vous vous rendez compte qu'à 87 ans, vous êtes super fin, vous vous habillez, franchement, super classe, vous avez ce côté... vous savez pourquoi? Enfin, vous prenez des pilules, il y a quelque chose derrière. C'est quand même louche, tout ça. Non, moi, j'ai une vie... D'abord, j'ai une vie d'amour. Oui. J'aime ma femme. Oui, mais c'est pas ça qui fait... C'est très important. Oui, mais bon, quand même. Parce que je suis complètement deux, je suis fondu, je suis fusionnel, etc. Oui. Donc tout est partagé. Moins de soucis, on va dire, du coup. Tous les soucis sont coupés en deux et les bonheurs sont multipliés par deux. C'est ça, la force d'un couple. Deuxièmement, moi, j'ai une vie très, très saine, je fume pas. Je bois un verre, un demi-verre de vin et encore 2 fois par semaine. Je fais tout pour avoir un bon temps de sommeil. Le secret de la longévité, c'est le sommeil. Il faut se coucher à heure régulière. Il faut essayer de dormir jamais moins de 7 heures et pas plus de 8 heures. Et puis, il faut avoir une alimentation saine. Et puis, je fais 2 heures de gymnastique par semaine, mais de gymnastique hard. Je fais... Vous avez un coach? J'ai un coach formidable qui j'arriverai pas tout seul. Je fais dans l'heure 1000 abdos et 100 pompes. Tu veux que je commence? Je les fasse? Ouais. Oh là là, c'est pas possible. Moi, j'arrive même pas à en faire 2. Vous avez peur d'après? Le jour où vous allez partir? Non. Vous aimeriez qu'on se souvienne de quoi par rapport à vous? Tout sauf cette phrase sur la Rolex? Non, non, pas du tout. Ça fait partie du jeu. Non, 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 au contraire, ça fait partie de l'ensemble. Moi, ce qui fait ma vie, c'est que j'arrive à faire des choses intéressantes, puis je fais des conneries. Et tout ça, il est libre, il se mélange, etc. Il n'y a pas de regret. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Je ne cultive que mes rêves. Donc, au contraire, c'est des moments où je me dis... Plus que jamais, tu as déconné, reviens à tes rêves, te laisse pas avoir. Non, moi, j'y vais avec une énorme curiosité. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Toc, toc. Bonjour. Bonjour. Monsieur Séguéla. Jacques Séguéla, publicitaire. Mon cher bon Dieu, vous auriez besoin d'une bonne campagne, hein, parce que là, en bas, ça se passe plutôt mal. Donc, faites-moi confiance. C'est clair. J'ai déjà le slogan. Aimons-nous les uns les autres. C'est vrai. C'est lui qui l'a écrit lui-même. Case numéro 7. Allez, on enchaîne avec la case numéro 7. La case de l'argent, Jacques. Je peux vous demander... Vous devez avoir un salaire hallucinant, non, tous les mois? Mais non, j'ai pas de salaire. Moi, je suis maintenant depuis 3 ou 4 ans. Je suis conseiller spécial de Yannick Bolloré, qui est le patron d'Avas et le patron maintenant, le président du directoire de Vivendi et l'héritier de cette partie qui était en train de construire Vincent Bolloré. Et voilà. D'accord, je pensais que vous aviez un salaire mirobolant. Les gens s'imaginent ça, en tout cas. Pas du tout. J'ai des honoraires normaux de conseiller. D'accord, donc ce sont juste des honoraires. Oui, mais l'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas avoir de l'argent, c'est de continuer à mon âge d'avoir des idées. Et le jour où j'aurai plus d'idées... vous perdrez tout. J'arrêterai. On termine avec la case numéro 8, et c'est la case de luxe, case du nœud papillon, avec cette jolie petite voiture que vous nous avez amenée aujourd'hui, l'objet. Waouh. Alors, montrez-la bien, Jacques, bougez pas. Regarde cette merveille, là, regarde la tournée, voilà. Alors, il y a plein de choses. C'est la voiture du Tour du Monde. Et tu vois, elle a ici les sponsors, Tecadémite, Dunlop. Voilà, ici, elle a la carte du Tour du Monde, etc., et de nouveau, elle a ici... Il y a très peu d'exemplaires. Marshall, les pneus Marshall et tout ça, etc. Elle se décapote.
Il n'y en a qu'une. Elle a même perdu un de ses phares là-bas. D'ailleurs, elle avait perdu un phare en cours de route. Et c'est cette voiture qui a sauvé ma vie, qui a changé ma vie. Parce que, pour en revenir au début de l'émission, quand mon père m'a dirigé vers la pharmacie, j'ai été passionné de pharmacie. Bien sûr. Et la première année, j'ai été major. Mes parents n'en sont pas revenus. Un cancre qui devenait major. Parce que moi, je m'étais tellement passionné pour ça. C'était une année sur la botanique, les plantes médicinales. J'étais passionné par ça. Pour me remercier, ils m'ont offert une 2 chevaux. Et avec cette 2 chevaux, je suis installé un copain, Baudot. Vous êtes parti aussitôt. On fête nos 80 ans d'amitié, là, dans quelques mois. On est parti aussitôt à Karachi, qui était le premier raid en 2 chevaux. Et on s'est dit, mais la prochaine fois, on fait le tour du monde. Et on a fini nos études, lui de droit, moi de pharmacie, et on est parti faire le premier tour du monde de l'université française, qui va changer ma vie, parce qu'au retour, je vais écrire mon premier livre, La Terre en rond, qui sera prix littéraire, etc., qui va tirer. Et là-dessus, Lazareff va m'engager. Et au bout de 2 ans, il me dira, tu n'es pas fait pour la pub, tu n'es pas fait pour la presse, va dans la pub. Et on connaît la carrière après que vous avez eue. Cher Jacques, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. C'est tellement un plaisir de vous recevoir à chaque fois. On part en 2 chevaux. Exactement. Allez, c'est parti, faites sonner le klaxon, on démarre. Bonne journée à tous sur Non-Stop. On se retrouve dès demain avec un nouvel invité. Au revoir.